L'occupation allemande de la France durant la Seconde Guerre mondiale, couramment appelée l'occupation, est un épisode de l'histoire de France durant lequel l'Allemagne nazie occupe militairement le territoire métropolitain français. L'occupation commence avec l'armistice du 22 juin 1940, et s'achève avec la libération progressive du territoire à partir de juin à août 1944, en France continentale, précédée par la libération de la Corse en octobre 1943. Durant cette période, du point de vue territorial, il résulte de la Convention d'armistice, en particulier en ses articles 2 et 3, que la France métropolitaine est divisée en deux parties par une ligne de démarcation, la zone occupée par les forces armées du Troisième Reich au nord, et la zone dite libre au sud. La souveraineté française s'exerce sur l'ensemble du territoire, y compris la zone occupée et l'Empire qui demeure sous l'autorité du gouvernement français dirigé par le maréchal Pétain, président du Conseil jusqu'au 10 juillet 1940, puis chef de l'État dans le cadre du régime de Vichy. De fait, le pays se trouve inféodé à l'Allemagne nazie. Comme tous les pays occupés, la France fait l'objet d'un pillage économique, humain et territorial, par l'annexion de facto de l'Alsace-Moselle. Le régime de Vichy, qui s'oriente rapidement vers une politique de collaboration, soutient la politique de lutte contre la résistance, et mène de manière autonome la persécution des Juifs, puis contribue à leur déportation en Allemagne et en Pologne. Cette situation de soumission s'accentue lorsque, en novembre 1942, la zone sud est occupée, à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord française, Maroc et Algérie. La vie en France sous l'occupation allemande se caractérise par la pénurie et par la répression. La ligne de démarcation. Pour passer de la zone occupée à la zone libre, les Français doivent franchir la ligne de démarcation, véritable frontière intérieure gardée par les soldats allemands, soit de façon officielle en obtenant très difficilement un Ausweis, carte d'identité, ou un Passerschein, laissez-passer, auprès des autorités d'occupation, soit clandestinement par l'intermédiaire d'un passeur. Lié aux nombreux réseaux de résistance. Les zones spéciales. Très vite, par ailleurs, l'Allemagne viole le traité d'armistice en annexant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les départements alsaciens sont alors fusionnés pour former le CDZ-Alsace, et le département de la Moselle est converti sous la forme du CDZ-Lothringen. Une zone interdite de 15 à 20 km de largeur est mise en place le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique de la frontière belge à la frontière espagnole, et soumise à des restrictions pour les gens qui n'y résident pas habituellement, et à une liberté de circulation très restreinte pour les résidents. Dans les départements du Nord-Est, est définie une zone interdite au retour des gens partis en 1940. L'administration de l'occupation. Dans la zone occupée, les départements du Nord et du Pas-de-Calais relèvent du commandement allemand de Bruxelles, Militarbefehlshabein belgien, MBB, les autres du commandement de Paris, Militarbefehlshabein Frankreich, MBF, avec 5 districts, Bezirk. Le Grand Paris, Gros-Bêta Paris, le district A, État-major à Saint-Germain-en-Laye, le district B, Angers, le district C, Dijon, le district de Bordeaux, supprimé en 1942 et rattaché à Angers. Au-dessous des districts, une Feldkommandantur est installée dans chaque département, et une Kreiskommandantur dans un certain nombre de sous-préfectures. Troupes d'occupation et forces allemandes de police. Exemple de propagande allemande, population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands. Affiche de propagande allemande, placardée en France dès juin 1940. Illustration de Théo Matejko. L'estimation du nombre de soldats allemands en France de 1940 et 1944 diverge selon les sources. D'après le Militarbefehlshabein Frankreich, commandement militaire allemand en France, les soldats sous ses ordres avaient été de 40 000 hommes, selon l'historien allemand Peter Lieb. Le nombre est estimé à 94 000 hommes en 1944, pour l'historien français Pierre Laborie, ils auraient été 100 000 hommes en 1941 et 200 000 hommes en 1943. Les forces de police allemandes sont, la Feldgendarmerie, 6 000, et la Gemfeldpolizei, GFP, environ 1000 personnes,
qui a un commissariat dans chaque département, à quoi s'ajoute le service de renseignement de l'armée, l'Abwehr, présent dans les chefs-lieux de district. Dès 1940, une antenne du RSHA au SIPO-SD dirigée par Helmut Pnochand est installée à Paris, 20 personnes, contrevenant au traité d'armistice, puisqu'il s'agit d'une force non militaire. En 1942, vu l'accentuation de la résistance, la police est réorganisée, la GFP est supprimée et transférée au RSHA. Helmut Pnochand reste chef de la SIPO-SD pour la France, mais au-dessus de lui est nommé Karl Oberg, chef suprême de l'RSS et de la police. Oberg prend ses fonctions à Paris, le 1er juin 1942. C'est à partir de là qu'on peut parler de la présence de la Gestapo en France, bureau 4 de la SIPO-SD. À partir du 8 novembre 1942, les Alliés envahissent l'Afrique du Nord française, craignant un débarquement dans le sud de la France, alors encore libre, ainsi que le ralliement de la flotte de cette dernière aux Alliés, ce qui arrivera quand même, à l'exception majeure des bâtiments sabordés. Hitler décide, le 11, d'envahir et d'occuper la zone libre. Mussolini se joint à lui et la France est alors totalement occupée, dans la région des Alpes et la Corse par l'Italie, et dans tout le reste de la France par l'Allemagne. Économie, les pénuries. La vie des Français a d'abord été marquée par les pénuries. Elle s'explique par différents éléments, la pénurie de main-d'œuvre, 1,5 million de Français sont prisonniers en Allemagne, et de sources d'énergie, charbon, électricité, affectent la production, les réquisitions allemandes en diminuent la part disponible pour les Français, la désorganisation des transports, et le blocus allié aggrave la situation, des locomotives, des camions, des chevaux de trait partaient en grand nombre vers l'Allemagne. Le manque de nourriture. Tickets de rationnement français, J2, J3, T, denrées diverses, juillet 1944. Les problèmes de ravitaillement touchent rapidement les magasins français qui manquent de tout. Face à ces difficultés de la vie quotidienne, le gouvernement répond en instaurant les cartes de rationnement, et autres tickets d'alimentation avec lesquels on pouvait se procurer les produits de première nécessité alimentaire, pain, viande, poisson, sucre, matières grasses, etc., ou non alimentaires, produits ménagers, vêtements, etc. Même le tabac et le vin furent rationnés. Chaque Français était classé par catégorie en fonction de ses besoins énergétiques, de l'âge, du sexe et de l'activité professionnelle de la personne. Chacun recevait alors la ration en rapport à la catégorie à laquelle il appartenait. La faim sévissait surtout en ville et affectait les plus jeunes. Les files d'attente s'allongeaient devant les boutiques qui devaient même parfois fermer sur ordre administratif quelques jours par semaine. À défaut de viande et d'autres aliments, on se nourrissait de légumes peu prisés à l'époque, comme le rutabaga et le topinambour. Les produits tels que le sucre ou le café sont remplacés par des succédanés, les ersatz, comme la chicorée qui remplace le café, la saccharine se substitue au sucre. Cependant, certains Français, souvent commerçants, tiraient parti du marché noir pour vendre des aliments sans ticket mais à des prix très élevés. Les vols et le troc étaient aussi des pratiques fréquentes durant cette période de privation et d'abstinence. Des petits métiers et profiteurs apparaissent, la queutière se faisait payer pour remplacer une mère dans la file d'attente, quand d'autres, concierges surtout, louaient un coin de cave à proximité d'un commerce. La manifestation de la rue de Bussy du 31 mai 1942 est une tentative de la résistance pour lutter contre ce rationnement. Le manque de matières premières. En 1939, la consommation de carburant en France était de 3 millions de tonnes, tandis que la production métropolitaine était de 50 000 tonnes. Après l'armistice du 22 juin 1940, il ne restait que 200 000 tonnes en réserve. La mise en service de gazogène permit la réduction de la consommation, durant l'occupation allemande, à environ un quart de celle d'avant-guerre. Là aussi, des ersatz remplacèrent plusieurs produits devenus rares, le gazogène à la place de l'essence, le buna en remplacement du caoutchouc. Le cuir faisant également défaut, les semelles des chaussures étaient en bois. Les finances.
La convention d'armistice franco-allemande signée le 22 juin 1940 prévoyait, en son article 18, les stipulations suivantes: les frais d'entretien des troupes d'occupation allemandes sur le territoire français seront à la charge du gouvernement français. La somme journalière est fixée à 400 millions de francs. En janvier 1941, elle est ramenée à 300 millions, soit 109 milliards portés au service de la dette à la fin de l'année 1941. En 1942, le Trésor public émet une note évaluant à 285,5 milliards de francs le montant des paiements effectués en direction de l'Allemagne, à savoir 109,5 milliards de frais d'occupation, 6 milliards de frais de logement, 50 milliards d'avances pour la compensation, et 120 milliards de dépenses de services financiers. Les premières conséquences de cette charge exorbitante sont une augmentation des prix alimentaires, multipliée par 4 entre 1940 et 1943. Les transports. L'occupant réquisitionne les locomotives, les camions, les chevaux et la production de camions des usines françaises partaient presque en totalité vers l'Allemagne. La continuation de la guerre. Malgré l'armistice, la guerre continue, et l'armée allemande présente en France est la cible des Alliés. Les bombardements. Brochure de propagande vichiste: les assassins du ciel relatant les bombardements britanniques et américains sur Rennes, du 18 juin 1940 au 4 avril 1943, Musée de Bretagne. Avec entre 57 000 et 60 000 victimes, et 520 000 tonnes de bombes déversées, la France est, après l'Allemagne, le second pays le plus touché par les bombardements alliés de 1940 à 1945. Sur le front de l'Ouest. Ceux-ci sont particulièrement intenses entre mars et août 1944, avec la préparation, l'exécution, et le prolongement de l'opération Overlord, avec en particulier le bombardement du 26 mai 1944, visant plusieurs villes de l'ex-zone libre, puis le bombardement de Normandie, avant le jour J. Et pendant la bataille qui suit. Le couvre-feu et la défense passive. Afin de tenter de prémunir au maximum la population des bombardements, la défense passive prend de nombreuses mesures de protection, notamment par l'instauration d'un couvre-feu. Ainsi, l'organisation fournissait aux habitants des tissus de coton bleu marine, qui permet d'occulter les fenêtres, si on ne peut fermer les volets. Il existe aussi une peinture occultante bleue destinée aux surfaces vitrées, qui ne pouvait être occultée par des rideaux, puis de jour, vasistes, verrières. Dans les trains, les ampoules sont peintes en bleu. Tout ceci afin d'empêcher les bombardiers alliés de pouvoir facilement repérer leur cible la nuit tombée. Des sirènes d'alerte, voire alerte aux populations, annoncent préalablement l'approche des escadrilles de bombardiers, ce qui permet aux civils de se réfugier dans des abris souterrains, caves, métros. L'autre effet du couvre-feu est de tenter de limiter les activités clandestines liées notamment à la résistance, sabotage, parachutage, qui ont lieu souvent la nuit. Ainsi, les sorties nocturnes sans autorisation sont interdites sous peine d'être arrêtées. Le STO. Pour contenter les besoins de main-d'œuvre du Troisième Reich, dont les soldats se trouvent au front, ou dans les territoires occupés, le régime de Vichy doit fournir à l'occupant 150 000 ouvriers qualifiés nécessaires au bon fonctionnement de l'industrie de guerre allemande, contre la libération de 50 000 prisonniers de guerre français retenus en Allemagne. Une propagande est donc instaurée, comme celle glorifiant le sacrifice du soldat allemand devenu l'ultime rempart contre le bolchevisme. Ils donnent leur sang, donnez votre travail pour sauver l'Europe du bolchevisme, dit une célèbre affiche de l'époque incitant les candidats à partir travailler volontairement outre-Rhin. Cette relève s'étant soldée par un échec, le régime de Vichy utilise alors la contrainte en instituant le STO, service du travail obligatoire à la place du service militaire, ce qui conduit de nombreux jeunes réfractaires à rejoindre les maquis. L'école. Les enfants doivent chanter Maréchal, nous voilà. Le portrait de Philippe Pétain trône sur les murs des classes, créant ainsi un culte de la personnalité en la personne du maréchal. La propagande est présente jusque dans l'éducation pour former les jeunes aux idées du nouveau régime de Vichy. Cependant,
Contrairement à d'autres pays occupés, comme la Pologne où les élites enseignantes sont liquidées, il n'y a pas de reprise en main idéologique, comme des mutations ou des emprisonnements d'enseignants, sauf en ce qui concerne les enseignants juifs, francs-maçons, communistes, résistants, dont bon nombre sont révoqués, ou emprisonnés et, pour certains d'entre eux, exécutés. Globalement, les programmes ne sont pas modifiés, à part en histoire où sont mis en lumière les événements et personnages ayant trait à la lutte contre l'Angleterre, Jeanne d'Arc, Surcouf, du Guesclin, bataille terrestre et combat naval victorieux. Dans le secteur privé catholique, de nombreux chefs d'établissement cachent des enfants juifs en les scolarisant jusqu'à la fin de la guerre. Les populations victimes de discrimination et persécutées. Les Juifs. Dès le début de l'occupation, le régime de Vichy qui est désireux de garder le contrôle de l'administration des Juifs français, édicte un statut des Juifs assez proche de celui pris en zone occupée par les Allemands. En particulier, il les oblige à se faire recenser, leur interdit de travailler dans certains secteurs sensibles comme la presse, la fonction publique, l'enseignement. Quelques-uns sont laissés en fonction avec un emploi contractuel, ou reclassés dans des services moins visibles. Le port de l'étoile jaune ne leur est pas imposé, mais tous les papiers d'identité doivent porter la mention juif, un tampon à l'encre rouge d'1,5 cm de large, sur 3,5 de long. De plus, on retire la nationalité française aux naturalisés depuis 1928, ce qui permet de déclarer apatrides ces ex-Français. En zone occupée, les lois allemandes obligent les Juifs à porter l'étoile jaune. À Paris, ils sont également contraints d'emprunter la dernière voiture du métro. Puis, les rafles organisées par les services et les forces allemandes, avec l'aide de la police française, se succèdent, d'abord en zone occupée, puis en 1942 en zone libre après l'invasion de celle-ci par les forces d'occupation allemandes. Au total, 75 000 Juifs, soit le quart de la population israélite présente en France à la veille de la guerre, disparaissent dans les camps de la mort nazie. L'internement des nomades. Tampon du camp de concentration de nomades de Montreuil-Bellay, 23 janvier 1943. Les groupements de travailleurs étrangers. Les étrangers ou naturalisés récents, toujours indésirables pour le gouvernement, selon la catégorie créée par la Troisième République, sont regroupés dans des camps d'internement ou assignés à résidence. Certains doivent travailler dans les groupements de travailleurs étrangers. Atrocités en France. Les troupes allemandes et leurs auxiliaires commirent plusieurs massacres et de nombreuses exécutions en France, à partir de l'invasion de mai 1940 jusqu'à la libération en septembre 1944. De nombreuses catégories de population en furent victimes, hommes, femmes et enfants, civils, tirailleurs sénégalais en 1940, Chasselet, résistants blessés ou prisonniers, Montmouchet, Vassieux en Vercors, Grotte de la Luire, otages et juifs, Saint-Génis-Laval. Bron, Savigny en Septaine. Si dans la mémoire collective, et la littérature historique, le massacre de Radour-sur-Glane, avec ses 642 victimes, occupe une place prépondérante, il ne peut occulter l'atrocité d'assassinats collectifs comme ceux commis à Maillé, Tulle, Ascq, Buchères, Dortan, la vallée de la Sceaux et de toutes les autres exactions des troupes allemandes, qui firent plusieurs milliers de victimes. Généralement attribués à la Waffen-SS, ces massacres furent aussi perpétrés par des unités de la Wehrmacht, de la Kriegsmarine, de la Gestapo, du SIPO-SD et par leurs auxiliaires français. La brutalité s'intensifia début 1944, avec les instructions concernant la répression donnée, le 3 février 1944, à la suite d'une intervention personnelle d'Adolf Hitler, par le général Hugo Sperle, qui après le débarquement de Normandie, transposa en France l'extrême cruauté pratiquée sur le front de l'Est et dans les Balkans. Au total durant la Seconde Guerre mondiale, 6 000 Français furent massacrés ou tués par les Allemands ou leurs alliés, 25 000 furent fusillés, 27 000 résistants moururent en déportation en plus de 76 000 déportés juifs. La résistance. Lors de la signature de l'armistice, certains Français répondent à l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle, sur les ondes de la BBC, appelant à l'organisation de la résistance.
Beaucoup d'entre eux sont contraints d'opter pour la clandestinité, afin de continuer leurs activités qui revêtaient plusieurs formes: recueil et transmission de renseignements, sabotage, voies ferrées, lignes téléphoniques, etc., assassinat d'officiers et de soldats allemands, ainsi que de collaborateurs, soutien logistique aux aviateurs alliés parachutés, organisation de filières d'évasion ou de passage des frontières, y compris la ligne de démarcation, fabrication de faux papiers, édition de journaux clandestins. Le lien entre la France libre et la résistance intérieure se fait par le biais d'émissions de radio émises par la BBC, Radio Londres, comme les Français parlent aux Français, diffusant des messages codés, ou Honneur et Patrie. La collaboration. Des Français choisissent de collaborer avec l'ennemi, des écrivains, des chanteurs, des acteurs et hommes politiques rejoignent ce camp. Journaux et radios. La plupart des journaux sont contrôlés par les services de la censure, quelques journaux clandestins arrivent à être publiés et distribués sous le manteau, d'autres journaux choisissent ouvertement la collaboration, écrivant une page noire de l'histoire de la presse écrite. Lors de la défaite, le journal Le Figaro avait déplacé sa rédaction de Paris en zone non occupée, et s'établit après Bordeaux et Clermont-Ferrand à Lyon. Il suspend définitivement sa parution lors de l'occupation de la zone libre par les Allemands en novembre 1942. La radio est aussi contrôlée par le régime de Vichy, Radio Paris, la radiodiffusion nationale dont Radio Vichy, il n'y a pas d'émetteur clandestin, installation trop lourde à mettre en place, et trop facilement repérable. Le contrôle de l'édition se réalise, aussi au travers de la répartition du peu de papier disponible au travers du Comité d'organisation des industries, art et commerce du livre, COIACL. Parallèlement à ce contrôle des médias, le régime de Vichy met en place en novembre 1940, le SCT, Service des contrôles techniques, descendant du cabinet noir, comptant jusqu'à 5000 fonctionnaires chargés de surveiller les Français de la zone libre à travers leur correspondance et leur communication téléphonique. Quelle époque! Pourtant, certains voudraient progressivement en effacer les traces. Suivez mon regard.